Sous-titre: Fureur économique et l'heure de mon retour de bâton personnel. Depuis K Street. Avec amour. Le pétrole de l'Iran, la blanchisserie de la République populaire de Chine et la Malaisie prise entre les deux. Sous-titre: La presse a trouvé les pétroliers. La vraie histoire est à terre, dans les bureaux discrets de la Buan. Ce n'est pas une vengeance, c'est un signal adressé à nos alliés, à quelques pas de notre bureau de K Street, par Pascal Nadjadi et Yael R. Eastman. Ouvrons l'image. Une carte de l'Asie du Sud-Est s'étend sous nos yeux, baignée d'un bleu profond, presque maritime. La mer de Chine méridionale au centre, les Philippines au nord, l'Indonésie en bas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est, le Timor oriental au loin. Et là, posé sur l'île de Bornéo, entre Brunei et la Malaisie, un réticule orange se referme comme une mire de visée sur un seul nom, tracé d'une écriture cursive. La Buan. Dans le coin supérieur droit, un petit globe terrestre encadre la région d'un rectangle rouge, comme pour dire « c'est ici, regardez bien ». En bas à gauche, l'emblème de notre maison, le globe et l'épingle de localisation orange et la signature « Copyright Geostrategy LLC 2026, Washington, capitale fédérale, États-Unis. Washington, capitale fédérale. Pour une fois, le scoop n'est pas le nôtre, la presse l'a. Et les caméras des satellites l'ont aussi. Le moment est venu. C'est l'heure de mon retour de bâton personnel, depuis K Street, avec amour. Depuis l'ouverture de la guerre, le 28 février, les chercheurs de l'organisation United Against Nuclear Iran, travaillant à partir d'imagerie commerciale, ont recensé des dizaines de transferts de navires à navires de brut iraniens dans une étendue d'eau libre appelée les Eastern Outer Port Limits, à environ 70 km au large de Johor, dans la mer de Chine méridionale. Les agences de presse et la presse financière ont rapporté la même découverte. Le schéma est toujours le même. De vieux pétroliers, les systèmes de localisation éteints, la cargaison passée de coque à coque, dans une zone grise du droit, située à l'intérieur des eaux économiques de la Malaisie et pourtant hors de portée de sa police. La Chine achète près de 90% de ce que l'Iran vend. L'eau libre que vous voyez dans ces images est la partie la plus honnête de tout cet arrangement. Les pétroliers au large de Johor, en Malaisie. La piste de l'argent. Le transfert en mer est l'étape visible. C'est aussi la moins intéressante. Une coque reste une coque. On peut la photographier, l'identifier et un jour la raisonner. Ce qui fait vraiment circuler le pétrole, c'est à terre et sur le papier. Les sociétés holding, les administrateurs de paille, les lignes de financement du commerce et les enveloppes d'assurance qui permettent à un baril de brut sous sanction d'atteindre une raffinerie déguisée en autre chose. Une partie de cette mécanique passe par des centres offshore bâtis exactement pour cela. Mettre de la distance entre un propriétaire et un acte. L'un de ces lieux se trouve à une courte navigation de ces eaux-là. La Buan, le paradis offshore malaisien. Suivre l'argent, de l'eau jusqu'au papier. Et pourquoi l'opération Fureur économique nous aime tant? Une nouvelle image apparaît, et elle détonne. Une plage baignée de soleil, l'océan derrière, le ciel ouvert. 4 jeunes femmes en chemises blanches et jeans, pieds nus dans le sable, bondissent ensemble dans les airs, riant à pleine gorge, le poing levé, le signe de la victoire au bout des doigts. Derrière elles claque un grand drapeau américain. Entre leurs mains, une banderole déployée proclame en lettres rouges et bleues « Opération Fureur économique ». Force, prospérité, liberté. Sur la toile, le portrait d'un homme aux cheveux argentés en costume, un taureau lancé à la charge, une flèche qui grimpe, un globe, une ligne d'horizon urbaine, des conteneurs de fret. À gauche, notre emblème orange. À droite, le même emblème en blanc. C'est l'Amérique qui se réjouit, l'Amérique qui croit en elle-même. La Buan est ce petit territoire fédéral malaisien au large de Bornéo, l'unique centre financier offshore international du pays, créé en 1990 et bâti précisément pour mettre de la distance entre un propriétaire et un acte. Selon le propre rapport de marché du régulateur, la Buan abritait, à la fin de 2024, 4 785 sociétés écrans actives, dont environ 2/3 venus de l'ensemble de la région Asie-Pacifique, aux côtés de 838 entités financières agréées. Au total, bien plus de 16 000 sociétés ont été enregistrées sur l'île depuis l'ouverture du registre. Et maintenant, retenez le seul chiffre qui compte vraiment,
Dans le segment du négoce international de la Buan, de l'aveu même de l'autorité, près de 99% de l'activité est constituée de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié. Relisez cela 2 fois. Un centre offshore dont le carnet de négoce est presque entièrement composé d'hydrocarbures, posé à portée de vue des eaux où le brut sous sanction change de coque. Une 3e image surgit, froide et nette. Une mosaïque de 6 clichés pris d'en haut, des vues satellites sur une mer presque noire. Des pétroliers, des cargos. Certains accolés 2 par 2, coque contre coque, dans le geste muet du transfert en mer. Des silhouettes rouilles et grises sur l'eau sombre. Au centre, posé comme un sceau, notre emblème orange, le globe et l'épingle. En bas, la signature. Copyright Geostrat Agency LLC, Washington, Capitale fédérale, États-Unis, 2026. C'est une carte. Pour une campagne de pression économique qui entend suivre l'argent, interdire les flux et mettre au jour les structures qui remontent jusqu'au régime de Téhéran, cette carte est exactement l'endroit où la piste passe de l'eau au papier. Les clés sont dans le registre. Les bonnes personnes, à Washington, savent comment les tourner. Que la fête commence. L'empreinte et ce qu'elle n'est pas. Il y a ici un arrière-plan humain et commercial, et il mérite d'être posé avec soin. L'Iran et la Malaisie ont tissé, ces 2 dernières décennies, des liens profonds. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, la présence iranienne a enflé. En 2011, environ 60 000 Iraniens étudiaient ou travaillaient en Malaisie, détenant des parts dans quelques 2000 entreprises malaisiennes et occupant près de 15 000 places à l'université. En 2013, la communauté iranienne résidente était estimée à près de 100 000 personnes. La Malaisie est devenue l'une des premières destinations au monde pour les étudiants iraniens. Sur les quelques 120 000 Iraniens étudiant à l'étranger en 2014, une large part avait choisi la Malaisie, attirée par une éducation abordable en anglais, des visas faciles et les portes que les sanctions leur avaient fermées ailleurs. Cette vague a culminé autour de 2013 et reflue depuis. Que les choses soient claires sur ce que ceci est et sur ce que ceci n'est pas. L'immense majorité de ces gens sont des étudiants, des familles, des entrepreneurs honnêtes. Ils ne sont pas l'histoire. L'histoire est plus étroite et plus froide. C'est celle d'un régime islamiste, terroriste et brutal, qui a appris, au fil de ces mêmes années, à faire passer l'argent et la cargaison à travers une juridiction amie et à travers les coquilles sociales qui le permettent. Ne confondez pas la diaspora avec l'appareil. La première est humaine, le second est la cible. Pourquoi je lis cette carte comme je la lis ? Je ne suis pas venu à cela de l'extérieur. J'ai mené une carrière dans la Banque internationale, comme vice-président chez Merrill Lynch, et comme directeur exécutif chez Dresdner Kleinwort Benson. Et avant cela, j'ai servi comme sous-officier du contre-espionnage dans les forces aériennes suisses, dans les dernières années de la guerre froide, les années qui ont précédé la chute du mur, lorsque les nations du pacte de Varsovie furent enfin libérées. J'ai siégé ensuite comme administrateur au conseil de surveillance d'une société financière agréée à Singapour sous charte de l'autorité monétaire de Singapour, aux côtés d'une grande banque suisse, sur des affaires de clientèle pleinement vérifiées, pleinement propres. Je sais exactement à quoi ressemble un livre conforme, et je sais à quoi ressemble un livre sale quand on l'habille pour qu'il passe inaperçu. La Malaisie et Kuala Lumpur ne sont pas, pour moi, une abstraction. Mon père, Hussein Najadi, a été abattu dans cette ville, le 29 juillet 2013. Au fil de toutes les années qui ont suivi, pas un seul officiel n'a adressé un mot de condoléance à notre famille. À une seule exception près, que je n'oublierai jamais. L'ambassadeur de Suisse l'a fait, par écrit, une vraie lettre. Un grand monsieur. Cela m'a rendu fière. La Suisse existe. Un mot avant que vous ne regardiez, je publie cette photographie le cœur lourd, et je demande pardon de le faire. Aucun fils ne devrait jamais avoir à montrer au monde une image pareille de son père. Je le fais parce que la vérité a un prix, et que le silence, lui, a coûté bien plus cher. C'était un homme qui avait consacré l'œuvre de sa vie à bâtir des ponts entre les nations, fauché en plein jour, dans une ville qui a détourné le regard. Repose en paix, papa. Que le Seigneur veille sur ton âme. Les archives ne t'oublieront pas, et nous non plus. Maintenant, l'image. Et il faut la décrire avec retenue,
parce qu'elle est lourde à porter. Une scène de crime, en plein jour. Un sol de béton clair. Des cônes de signalisation jaune, numérotés, posés par les enquêteurs, marquant les preuves. 1, 5, 6, 7. Au bord du cadre, les jambes et les chaussures de ceux qui se tiennent là, debout, autour. Et au centre, un homme à terre, immobile, tombé. Une marque sombre sur le sol près de lui. Sur la photographie, par-dessus tout cela, notre emblème orange a été déposé, le globe et l'épingle, comme un linceul, comme un sceau de protection sur un père tombé. C'est l'image qu'un fils a choisi de montrer au monde, parce qu'il ne lui restait que la vérité. La légende dit, Hussein Najadi, assassiné à l'heure du déjeuner, le 29 juillet 2013, Kuala Lumpur, Malaisie. Archives privées de Pascal Najadi. Copyright Geostrat Agency LLC, 2026. Non, ce n'est pas une vengeance. Parce que la vengeance est mauvaise pour la santé et ne sert à rien. C'est juste une petite tape affectueuse. Et j'emprunte cette formule au président Trump. Je l'adore. Une petite tape adressée à la Malaisie, avec le sourire, et un signal clair pour nos alliés à Washington. La vengeance est une émotion traîtresse. Elle pousse les hommes à faire des choses qu'ils regrettent ensuite. Je l'ai toujours évité, cette mauvaise émotion, à tout prix, pour rester concentré, pour mener les missions à leur terme, toujours avec grâce et élégance, jamais avec colère. Cliquez simplement sur le lien et découvrez par vous-même. C'est l'heure du retour de bâton, dirigé vers la Malaisie. Mon droit, mon devoir et mon honneur. Profitez de la fête. Et apparaît alors l'image d'un courriel, un fil de messagerie, daté du 30 juillet 2013. Par-dessus, en filigrane translucide, notre globe orange. Lisons-le, en entier, car cet email en dit long, et il fait lever tous les drapeaux rouges. L'objet du message, écrit en lettres d'urgence. Urgent, ma dernière volonté pour mon père, pour que vous la lisiez à tous lors des funérailles, je vous prie. L'expéditeur est Muhammad Shafi, le destinataire, Pascal Najadi, en privé. En copie, une certaine Tania Chivetti, datée du 30 juillet 2013, à 12h25. Et Chaffé écrit ceci. Pascal, je suggère que nous organisions un rassemblement commémoratif pour lui, d'ici un mois environ à compter d'aujourd'hui, où votre message pourra être lu. Il est impossible de lire l'éloge funèbre que vous avez préparé dans un cadre funéraire musulman. Je m'occupe des funérailles, et je veillerai à ce que Hussein reçoive le plus bel adieu. Mes condoléances. Salam et mes salutations, Shafi. Envoyé depuis mon iPad. Et dessous, le message d'origine, celui que j'avais écrit, le même jour, à 17h22. Cher Dato Seri Shafi, je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir lire à tous, lors des funérailles, le message ci-dessous, écrit en bleu, de ma part. Je vous remercie infiniment pour votre très grand soutien à mon père, et à nous tous, dans les heures les plus noires de nos vies. Merci. Pascal Najadi. Et tout en bas, ces mots. Message en bleu. Cet email en dit long, et il fait lever tous les drapeaux rouges. La dernière volonté d'un fils, refusée. Quand mon père nous a été arrachés, j'avais un seul souhait pour le jour où nous le mettrions en terre. Que ces mots de Léon Tolstoï soient lus à voix haute au-dessus de lui. On m'a même refusé cela. Dans les heures qui ont suivi le meurtre, j'étais retenue sous protection rapprochée, dans une chambre du Swiss Hotel à Moscou, loin de Kuala Lumpur, incapable de gouverner les arrangements des funérailles de mon propre père. Dans ce vide, s'est avancé un homme que je n'avais jamais rencontré, du nom de Shafi, un proche de Najib Razak, alors Premier ministre de Malaisie, depuis condamné et emprisonné pour corruption. En tant qu'enfant unique, fils unique, j'ai demandé ce que tout fils aurait demandé. Je voulais que mon père soit rapatrié chez lui, en Suisse, pour une autopsie précise et une sépulture chrétienne, dominant le lac des 4 cantons, le lac qu'il aimait, le lac où lui et ma mère, Heidi, étaient tombés amoureux avant ma naissance, et la rive où j'ai été élevée, jusqu'à mes 18 ans, avant de partir faire mon propre chemin. Chacun de ces souhaits a été refusé par Shafi, un homme qui n'occupait aucune fonction gouvernementale et qui pourtant s'est présenté à la morgue. Un homme très proche de Najib Razak, alors Premier ministre de Malaisie. Et tout cela m'a été refusé pour des motifs déclarés islamiques. Des drapeaux rouges se sont levés dans mon esprit ce jour-là, et ils sont restés allumés depuis, à travers chaque année qui a suivi, jusqu'à cette ligne même que j'écris en ce moment.
Parce que, comme la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, nous n'abandonnons pas, nous menons la mission à son terme, et la défaite n'est pas dans notre vocabulaire. Mon père n'a jamais pratiqué les rites musulmans. Il n'a jamais vu l'intérieur d'une mosquée, jamais lu le Coran. Par tempérament et par conscience, c'était un homme de foi chrétienne et judaïque. Je comprends pourquoi, désormais. Nous descendons des Nejad, une lignée judéo-persane originaire de Shiraz. Peut-être le seul secret que notre famille ait jamais gardé. Je le pose ici, à découvert, pour lui. Et voici les mots de Tolstoï que je voulais entendre ce jour-là. Chaque homme vient au monde avec la conscience de sa dépendance envers une source mystérieuse et toute-puissante qui lui a donné la vie, avec la conscience de son égalité avec tous les hommes, de l'égalité de tous les hommes entre eux, avec le désir d'aimer et d'être aimé, et avec la conscience du besoin de tendre vers la perfection. Léon Tolstoï. Chaffee était l'avocat du premier ministre malaisien aujourd'hui incarcéré, Najib, qui a blanchi des milliards à travers des banques de Singapour et de Suisse. Le méga-scandale de blanchiment d'argent, connu sous le nom de UMDB, a finalement été mis au jour par le département de la justice des États-Unis. Le film à grand succès de Hollywood, Le Loup de Wall Street, a lui aussi été financé par ce même argent de la corruption malaisienne, celui du scandale UMDB. DiCaprio, Scorsese et toute l'équipe du film ont vu l'intégralité de leur cachet de production et tous les revenus des entrées en salle confisqués par le département de la justice, sans prix pour moi. Ils ont travaillé gratuitement, littéralement. Une première dans le monde corrompu du cinéma hollywoodien. Quand la journaliste d'investigation Mary Ann Jolley a fait craquer Najib, en mai 2018, après plus de 60 ans de pouvoir ininterrompu, la coalition au pouvoir en Malaisie a été chassée par les urnes, abattue par des accusations croissantes de corruption, par un vaste scandale financier et par la longue ombre d'un meurtre non élucidé. Luttant pour son héritage et pour sa liberté, l'ancien Premier ministre Najib Razak faisait face à des accusations de blanchiment d'argent, d'abus de pouvoir et d'abus de confiance criminelle. Dans cet épisode exclusif de l'émission d'investigation Saint Honest, sur Al Jazeera, la journaliste Mary Ann Jolley s'est assise face à Najib et lui a posé la seule question que le pouvoir ne veut jamais entendre. Qu'est-ce qui a mal tourné? Quand elle l'a pressé sur les meurtres qui ont jeté leur ombre sur ses années au pouvoir, à partir d'environ 20 minutes et 40 secondes, et le nom de mon père parmi eux, il a perdu son sang-froid devant la caméra et a tenté de quitter le plateau. Dans le métier, il existe un mot pour ce moment-là. Elle l'a fait craquer. Faire craquer un sujet, ce n'est pas ce que le cinéma en fait. Ce n'est pas crier, et ce n'est pas la force. Le consensus durement acquis chez les interrogateurs professionnels, la CIA, le FBI et les services de renseignement sérieux est unanime. La contrainte produit du bruit. La patience, elle, produit la vérité. Le véritable savoir-faire est plus silencieux et bien plus dangereux pour un homme coupable. On bâtit un rapport. On le laisse parler, on le laisse prendre ses aises, et on cartographie le terrain, jusqu'à trouver la seule question à laquelle il ne peut répondre proprement. Alors on la pose, calmement, et on ne détourne pas les yeux. À ce stade, on ne l'interroge plus. On se contente de regarder. Et la rupture fait le reste. C'est exactement ce qui s'est joué sur ce plateau. Mary Ann Jolley n'a pas brutalisé un ancien Premier ministre. Elle l'a conduit, pas patient après pas patient, jusqu'au seul nom et au seul meurtre, près desquels il ne pouvait pas s'asseoir. Et son corps a répondu avant que sa bouche n'y parvienne. La rougeur, le tremblement, le mouvement vers la porte. Les officiers de renseignement appellent cela le tel, l'indice involontaire, la vérité qui s'échappe quand la version répétée s'effondre. Une conscience tranquille ne fuit pas la pièce, elle l'a fait craquer, devant la caméra, dans des images vues aujourd'hui par plus de 2 millions de personnes, et elle l'a fait de la bonne manière, avec la vérité pour seul instrument. Une note personnelle. Avant même que cet entretien n'atteigne l'écran, Mary Ann est venue me voir. Elle a pris l'avion depuis l'Australie avec son équipe, jusqu'en Suisse, pour entendre ce que j'avais à dire. Je lui ai donné ce dont elle avait besoin, et je l'ai fait avec grand plaisir. J'ai quitté la banque après cela, et je me suis tournée vers le Bitcoin pour ma propre retraite. Alors, lorsque je lis une carte de port tranquille, et de bureaux plus tranquilles encore, je la lis avec une mémoire particulière et une résolution particulière. Le Standard de Singapour. La meilleure classe. Il existe une manière propre de tenir un centre financier, et le monde l'a déjà vu.
En 2016, l'autorité monétaire de Singapour a fait ce que peu de régulateurs ont le courage de faire. Elle a fermé purement et simplement la banque locale du groupe suisse BSI pour des manquements en matière de blanchiment d'argent liés au pillage du fonds malaisien UMDB, la première banque que Singapour fermait en 32 ans. Et quelques mois plus tard, elle a fermé la succursale de Falcon Private Bank pour la même raison, tout en infligeant des amendes à DBS et à UBS pour leur défaillance. Voilà une république qui ne détourne pas le regard. Voilà un régulateur qui retire la licence. Le standard de Singapour est au niveau de celui de mon propre pays, la Suisse. Efficace, transparent et dur envers ceux qui facilitent le crime. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis traitent Singapour comme un partenaire de première ligne, et si son service de renseignement est, depuis des décennies, un service de confiance. Rappel, nous sommes toujours en guerre, pas en paix. Ne vous trompez pas sur l'horloge qui tourne. Ce n'est pas le temps de paix. Les États-Unis et Israël ont ouvert la guerre contre Téhéran le 28 février, et le premier coup a décapité le sommet du régime, son guide suprême et une partie des hommes autour de lui. Un cessez-le-feu fragile tient, mal et par intermittence, depuis le 8 avril, négocié par l'intermédiaire du Pakistan, rompu plus d'une fois, avec des frappes américaines aussi récentes que la semaine dernière. Un blocus naval en vigueur et un règlement toujours non signé. Ce qui a survécu fait à présent ce que font les régimes blessés. Courir, se repositionner, négocier, gagner du temps. Nous connaissons la routine. L'appareil qui reste demeure un État désigné par les États-Unis comme soutien du terrorisme, et il vend toujours du pétrole pour continuer à respirer. Il est fracturé, et chacune de ses factions sert la même machine, qu'elle porte le turban d'un religieux ou un costume brioni taillé sur mesure et un col blanc. L'ennemi est brisé. L'ennemi n'est pas encore achevé, mais il capitulera, d'une manière ou d'une autre. Quiconque considère que c'est terminé lit la mauvaise carte. Et voici les mots de Pascal Najadi. Le crescendo qui forcera Téhéran à une reddition totale, à la manière du Japon de 1945, viendra, d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il viendra, il sera décidé par un seul homme, et un seul. Le commandant en chef, le président Donald J. Trump. Il n'est pas pressé, et il a raison de ne pas l'être. Nous ne prétendons pas le pousser, et nous n'avons aucune autorité pour le faire. Mais le moment est venu d'envoyer un petit signal, d'aider si cela peut servir. Et si cela ne sert pas, au moins de laisser ici un peu plus qu'un simple os à ronger. Ce week-end, à Singapour, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, est monté sur la scène du dialogue de Shangri-La et a nommé la campagne par son nom. Dans le même souffle que Midnight Hammer et les bateaux des cartels, il a compté Epic Fury parmi les actions qui ont restauré la dissuasion américaine sous le président Trump. Il a conclu là où tout soldat conclut. Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre. Singapour était la bonne salle pour le dire. L'opération Fureur économique est le fil à terre. Washington ne reste pas immobile. N'ayez aucune inquiétude. La campagne de pression économique, l'opération Fureur économique, qui se déploie aujourd'hui depuis cette administration, une fureur économique par tout nom honnête, est l'œuvre de gens sérieux que j'admire pour leur travail brillant, désintéressé et infatigable. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, et la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, dont les 18 agences sont les meilleures de la Terre. Je tiens ces 3 personnes en haute estime. Et je le dis avec franchise et sincérité. Geostrat Agency LLC ne décide de rien et ne prétend pas conseiller cet univers-là. Nous vous l'avons dit. Nous rapportons quand nous entendons un coup partir. Alors que ceci demeure inscrit au registre, rien de plus, rien de moins. Les pétroliers sont le symptôme. Les nœuds qui facilitent l'opération à terre sont la maladie. Et les professionnels voient déjà ce que les caméras voient. Le prochain fil logique court de l'eau jusqu'au registre. J'ai attendu longtemps que les archives tournent dans ce sens, et elles tournent. Ce week-end, le barbecue allumé, les gens que j'aime tout près, je m'autoriserai une mesure de satisfaction tranquille. Non parce que quelqu'un a été nommé, mais parce que la vérité avance enfin à la vitesse qu'elle mérite. Geostrat Agency LLC est privée, à but non lucratif, souveraine, et ne dépend d'aucun parti, d'aucun donateur, d'aucun intérêt étranger. Et ces mots de Pascal Najadi. Nous portons 2 compas gyroscopiques à bord, pour une raison. L'un pour le navire, l'autre pour la conscience. Tous 2 pointent encore vers le vrai. Sun Tzu.
L'art de la guerre. Chapitre 13. L'emploi des espions. Ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper et de vaincre et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance anticipée. Une note de la secrétaire exécutive. Que les choses soient claires sur ce qu'est Geostrat Agency LLC et sur ce qu'elle n'est pas. Pascal Najadi finance ce travail lui-même. Aucun parti ne nous paie. Aucun donateur ne nous guide. Aucun capital étranger ne nous touche. Les machines aident, mais ce sont les hommes qui font la différence. Les sources qui disent la vérité, les officiers qui font leur devoir, et les citoyens qui refusent de détourner le regard. Nous nous tenons sur le lien judéo-chrétien entre les nations libres, avec les États-Unis et une Suisse libre. Nous sommes souverains et nous entendons le rester. À 2 pas du bureau de Washington, de la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, et pourtant ne répondant de rien d'autre que des archives. Pour le registre. Geostrat Agency, LLC, publie dans une archive publique, horodatée. Nous ne décidons de rien. Nous rapportons quand nous entendons un coup partir. Chaque affirmation de cet article est tirée du domaine public et offerte comme analyse, non comme accusation contre quiconque serait nommé. Copyright Geostrat Agency LLC 2026. Fin. Iran is cooperating with China in an elaborate scheme to get Iranian oil to China to fund their wartime operations in an elaborate scheme using what's called a dark fleet. Now, let's uncover this. Iran has old aging ships that they've loaded oil on for years, and recently in months during the war, anticipating the war, we believe there's 90 million barrels of Iranian oil outside the Strait of Hormuz. They got that out before the blockade, and they've got roughly 1,500 ships of these aging ships. Now, here's the path. There's 3 phases. It starts in Iran. They load the old oil ships and send them all the way down here into what is a nautical no man's land called the Eastern Outer Port Limits. It's in the Strait of Singapore, just off the coast of Malaysia. And what happens there is the whole operations secrecy. They connect ship to ship to Asian, Chinese shipping ships that come in and they sit next to each other. They transfer the oil from the Iranian old ship into the new Asian ship, and they disguise it, mask it, and relabel it before it then goes up to China. Remember, 90% of Iranian oil is going to China. China gets 40% of all of their oil from Iran. This is the pipeline of the shadow fleet that's been going on. When they did the ship to ship, before they put them on there, they used disabling trackers to get the ships into this secret nautical no man's land. They paint over identity numbers of the ships so they can't be identified, and they change the flags from which the ships are coming from. And what happens when the ship happens, once it leaves the strait and heads to China, it's relabeled as being from a questionable Malaysian source, and it's not tracked, and it's all done illegally, despite U.S. sanctions specifically on this oil. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need. I won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace
is necessary.